Bonjour à toutes et à tous. Les entreprises qui innovent, vous le savez, sont au cœur de cette émission Smart Future. C'est le monde de demain qui s'invente aujourd'hui. Un voyage dans le temps, des projets d'avenir, des idées qui souvent nous bousculent. Voici le sommaire. Les robots partent à l'assaut de la justice ou quand l'intelligence artificielle révolutionne les métiers d'avocat, de notaire ou même de policier. Notre futur sera-t-il fait de barreaux numériques? Réponse juste après ces titres. Smart Connect à la découverte des nouvelles pratiques du monde du e-commerce. Le patron de Spareka viendra nous apprendre à bricoler à distance. Je peux vous dire qu'avec moi, il y a du boulot. Et puis dans Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir, on parlera du marché des voitures autonomes. Qui gagnera le match entre les constructeurs historiques, les GAFAM et Tesla? Réponse tout à l'heure. Et la transition sera toute trouvée avec notre seconde partie. On ira rouler sur les routes, les autoroutes de demain. 5G, voitures électriques et bitume sans bitume au menu. Voilà pour les titres. On a 1 heure pour les développer. Bienvenue dans le futur. Les robots feront-ils bientôt la justice à notre place? Quel rôle jouent déjà les moteurs de recherche et les algorithmes dans les procédures? C'est le sujet de la semaine. Et pour en débattre, pour en parler, je reçois Maître Louis Laréchaïne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Predictis. Vous allez nous l'expliquer dans 20 secondes de quoi il s'agit. Et puis avec nous en visioconférence, Maître Adrien van der Branden. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends parfaitement. Parfait, vous avez publié le livre « Les robots à l'assaut de la justice » aux éditions Bruylant. Louis Laréchaïne, Predictis, c'est quoi? C'est un moteur de recherche, mais qui est destiné aux professionnels de la justice, on peut dire ça comme ça? Exactement, Predictis, c'est une entreprise qui organise toute l'information juridique pour les professionnels du droit. Donc on y retrouve dedans toutes les décisions de justice, par exemple. Et puis les professionnels du droit peuvent aussi insérer leurs propres documents dans cet outil, de façon à réunir tout ce dont ils ont besoin pour travailler au sein d'un seul et même outil nomade et sécurisé. Qu'est-ce que ça change par rapport à un bon vieux moteur de recherche pour l'avocat, le juge qui va utiliser Predictis? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde du droit est confronté à une explosion sans précédent de l'information juridique. Entre l'inflation législative, le phénomène d'open data des décisions de justice qui contribue à mettre en ligne toutes les décisions, les professionnels sont confrontés à un phénomène d'infobésité. Donc les moteurs de recherche classiques ne permettent pas de s'orienter avec facilité et performance au sein de cette masse d'informations. Donc vous les orientez, mais est-ce que votre moteur de recherche, votre outil d'analyse, parce qu'il y a ça aussi, peut aller jusqu'à donner un pourcentage de chance de gagner ou de perdre une affaire? Oui, c'est une des fonctionnalités qu'on propose. Donc Predictis, c'est à la fois un outil de recherche et d'analyse de l'information. Donc vous avez d'un côté un moteur de recherche qui permet par exemple de trier les documents en fonction de leur sens, et ainsi, quand on est avocat, de trouver toutes les décisions qui vont dans le sens de son dossier, et aussi d'avoir une approche plutôt statistique. Et en ce sens, Predictis, c'est un peu pour les avocats ce que pourrait être un scanner pour un médecin. Un outil qui photographie le réel et vous en donne une vision qui permet de négocier, de prendre une meilleure décision. Alors on va évidemment, il y a plein de thèmes à aborder, mais je voudrais entendre Adrien van der Branden là-dessus. Est-ce que vous utilisez des outils comme Predictis et surtout, qu'est-ce que vous en pensez? On a un petit problème de son, c'est des choses qui arrivent. On va le régler. Est-ce que vous avez entendu ma question? Est-ce que vous pouvez réessayer de répondre? Oui, j'ai parfaitement entendu la question. Alors moi, ayant été avocat pratiquant au barreau de Bruxelles, je n'ai pas utilisé directement Predictis dans ma pratique, mais j'ai déjà eu l'occasion de faire de nombreux tests avec Predictis et d'autres types de logiciels. Et c'est vrai que c'est un gain de temps absolument incroyable pour les avocats et pour les juristes d'entreprise d'ailleurs. Alors, vous avez publié ce livre qui est une vraie réflexion sur ce que change l'intelligence artificielle dans le fonctionnement de la justice au quotidien. Quand vous dites, c'est votre titre, les robots à l'assaut de la justice, bon, on a l'impression, on voit en plus la couverture, une espèce de citadelle assiégée. Votre jugement global, parce que le livre, évidemment, évoque toutes les hypothèses, il est plutôt positif ou négatif sur cet avenir ? Pour moi, il est positif et même vraiment libérateur pour tous les acteurs de la justice, justiciables, avocats et juges, puisque l'addition de la technologie et en particulier de l'intelligence artificielle dans les rouages de la justice va permettre d'automatiser toute une série de litiges répétitifs et permettre aux acteurs de la justice de se
se focaliser sur les jugements qui offrent le plus grand enjeu, c'est-à-dire ceux qui tranchent des conflits de valeurs et qui permettent de faire avancer la société. Donc pour moi, c'est une bonne chose de penser à introduire plus de technologie dans l'appareil de la justice. Alors, vous êtes tous les deux d'accord, et c'est vrai que cette justice, elle existe avec des outils comme le vôtre, mais aussi dans des pays comme le Canada, dans l'État d'Ontario, ou alors en Estonie, pour désengorger, ce que vous venez de dire, les tribunaux des affaires les plus légères. Alors, puisque vous êtes tous les deux à peu près d'accord, moi je vais jouer celui qui se pose des questions. Après tout, c'est mon rôle. Louis Larechaïn, est-ce que certaines professions de justice peuvent disparaître à cause d'outils comme les vôtres ou de ceux qui se préparent pour les 10 ans à venir? Je ne crois pas. Au contraire, ce qu'on remarque dans les professions à forte valeur ajoutée, c'est que la technologie vient plutôt contribuer à mieux faire son métier, vient contribuer à la force intellectuelle qu'on peut y déployer. Pardon, je vous interromps. À quoi ça sert de plaider si on sait que dans 99% des cas, l'affaire est gagnée avec tel argument qui ont été pris par des collègues dans X affaires? Alors ces outils servent justement à mieux plaider et à trouver les bons arguments, ceux qui vont permettre de faire mouche. Et parfois, quand on a une idée du résultat probable, à s'éviter une procédure contentieuse qui peut être longue et onéreuse et à opter pour une voie amiable, pour cette fameuse résolution amiable des litiges. Ouais, vous avez pris tout à l'heure fait le parallèle avec la santé en parlant du scanner. C'est vrai que par exemple le métier de radiologue, il va énormément changer à l'avenir parce que l'œil robotique a beaucoup plus de finesse d'analyse que l'œil humain. L'œil humain ne pourra jamais rivaliser. Est-ce que vous pensez que les métiers, celui d'avocat par exemple, vous venez de l'évoquer un petit peu, mais il faut que dans leur tête, les avocats d'aujourd'hui se disent on ne fera plus le même métier dans 10 ans? Je crois qu'il faut plutôt voir de là d'où on vient. Il y a ne serait-ce que quelques dizaines d'années, les avocats et les professionnels du droit travaillaient encore essentiellement avec des bibliothèques papier un peu poussiéreuses. C'est sûr que c'est le règne du papier, oui. Des heures et des heures à chercher la bonne information dans un volume considérable. Ces outils-là, ces outils comme Predictis, permettent à la fois de gagner énormément de temps dans l'identification de la bonne information, mais sont aussi une aide pour décider, pour savoir quel argument déployer, pour savoir s'il faut ou non faire un procès. Ouais. Adrien Van der Branden, dans votre livre, vous arbitrez un match juge-robot contre juge humain. Qui gagne? Alors évidemment, comme dans tout débat de cette importance, c'est évidemment un sujet hautement compliqué, mais si je peux résumer l'ouvrage, l'ouvrage vient en fait à la conclusion que dans les litiges dont la résolution dépend principalement de l'application plus ou moins stricte de la règle de droit, le juge robot rend des décisions globalement plus efficientes que le juge humain. Et donc là, ce sont tous les litiges qui aboutissent à la détermination d'un montant, d'une amende ou d'un délai. Par contre, pour tous les litiges dont la résolution applique un tranchement d'un conflit de valeurs, là, le juge humain reste globalement plus efficient que le juge robot. Et donc, évidemment, pour tous les litiges qui concernent les droits fondamentaux, tous les litiges qui tranchent un conflit de valeurs, là, le juge humain reste le plus efficace et doit garder la main sur ce type de litige. Donc vous pensez que puisque je continue sur la même logique, est-ce que les métiers du droit vont forcément évoluer? Le métier de juge, par exemple, on va dire, alors il y a plein de formes de juge, le juge d'instruction, le président de tribunal, bon, mais le métier de juge va évoluer forcément. Oui, moi je pense, en tout cas pour toute la partie civile du contentieux, donc j'enlève la partie pénale et la partie juge d'instruction, pour moi, une bonne partie des juges vont se muer progressivement vers des sortes de chargés de la conformité judiciaire. Pour moi, demain, une partie des juges donc des jugements seront rendus par un juge robot, une grande partie d'ailleurs, et le juge humain interviendra en seconde lecture pour juger du bien fondé des contestations, des décisions rendues par la machine. Et donc, ce seront pour une grande partie de ces litiges un nouveau rôle que le juge aura par rapport à la fonction qu'il occupe aujourd'hui. Si vous me permettez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je ne vois pas du tout, notamment en France, que c'est le pays que je connais mieux en Europe sur ce sujet-là, je ne vois pas du tout arriver l'émergence d'un juge robot. D'une part, parce que ce n'est pas quelque chose que techniquement on est réellement capable de faire correctement, et d'autre part, et c'est surtout ça, je pense, la raison principale, c'est que personne n'en veut réellement. Les juges eux-mêmes, évidemment, ne veulent pas être remplacés, les avocats, les professionnels de droit non plus souhaitent conserver peut-être une justice qui est plus efficace, qui est moins onéreuse et qui est plus rapide, mais de là à la confier à une machine, je ne vois pas du
du tout la tendance. Et les justiciables, évidemment, ont besoin d'une justice qui est humaine et de faire œuvre de justice. Et ça passe bien souvent par un procès avec des humains. Alors c'est intéressant, Adrien Van den Branden, vous pouvez répondre à ça, le frein psychologique en quelque sorte, notre frein à nous, celui des justiciables. Oui, tout à fait. Je comprends bien le commentaire. Ici, j'ai pris une posture volontairement provocatrice ici. Les détails, évidemment, sont beaucoup plus compliqués que cela. Mais moi, il me semble que pour une partie relativement large en volume du contentieux, par exemple la détermination des amendes pour excès de vitesse, par exemple la détermination des montants pour des pensions alimentaires ou pour les contestations sur certaines récupérations de créances. Là, il y a un énorme volume qui, s'il est traité par la machine, pourra désengorger une grande partie du contentieux aujourd'hui et donc rendre une justice qui est plus efficiente. Et le juge humain, lui, gardera la main sur tout le reste du contentieux et viendra pour juger des contestations de ces décisions rendues sur ces litiges répétitifs. Et là, je pense qu'il y a un impératif effectivement d'efficience qui va pouvoir primer dans un futur plus ou moins proche. Le risque de confier la justice à des algorithmes, parce que derrière les algorithmes, il y a des humains qui les mettent au point, qui les programment, ce sont les biais. Est-ce qu'un algorithme peut vraiment être neutre, Louis Larechaïn ? Je crois que la question qu'il faut se poser n'est pas vraiment celle-là. Le fantasme... Si, quand même, parce qu'on peut avoir un concepteur de l'algorithme mal intentionné, pourquoi pas ? Bien sûr. Après, ce qu'il faut voir, c'est que d'une part, nos clients sont essentiellement des professionnels de droit, donc évidemment des cabinets d'avocats, des directions juridiques, des compagnies d'assurance. Donc notre métier n'est pas de construire un juge robot, absolument pas. Ce qu'on fait, c'est que, comme un Google du droit, on organise l'information juridique. On est là pour aider les gens à trouver très vite la bonne information et à prendre une bonne décision. Je vous interromps, pardon, parce que j'ai bien compris comment fonctionne votre moteur de recherche, mais au-delà, si on essaye de se projeter dans la numérisation de la justice, l'intelligence artificielle qui gagne du terrain dans la justice à l'avenir, est-ce que ce risque lié aux algorithmes, vous estimez qu'il existe quand même ? Alors c'est une question sérieuse, d'ailleurs on se l'est posé avec notre comité éthique et scientifique, qui est un organisme qu'on a créé quasiment dès le début de la société en 2017. On a beaucoup travaillé avec la clinique du droit de Sciences Po Paris sur ce sujet-là. À l'heure actuelle, malgré toutes les investigations et toutes les questions qu'on a pu se poser, notamment avec le barreau de Paris et d'autres institutions ordinales, il n'y a pas de biais. C'est simplement faire une photographie d'un ensemble de décisions de justice ne génère pas en soi-même un biais. Allez, même question pour vous, Adrien Van den Branden. Cette question de l'algorithme, de qui le conçoit et de sa neutralité réelle, vous y avez réfléchi évidemment pour votre livre. Oui, évidemment. Et pour moi, en fait, l'algorithme, par définition, n'est pas neutre, puisqu'un algorithme est toujours une opinion qui a été codée dans un langage informatique. Puisqu'effectivement, pour définir un algorithme, il faut définir tout d'abord les critères, définir les données, celles qu'on va prendre, mais celles qu'on va pouvoir laisser de côté, quels sont les facteurs de succès qui rendent l'algorithme fonctionnel. Et donc, cette opinion, elle est humaine, elle est forcément teintée, et donc il y aura toujours, dans n'importe quel algorithme appliqué à la justice, une forme de biais. Et en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui dire que l'algorithme est nécessairement neutre. Alors, restez avec nous l'un et l'autre. On va voir tout de suite avec Olivia Hierret-Daubré que la police n'échappe pas, elle non plus, aux robots. Vous vous souvenez sans doute du film Minority Report, Tom Cruise dans le rôle principal, les précogs qui anticipent les crimes et délits à venir. Olivia Hierret-Daubré, vous allez nous expliquer que ces systèmes dits de police prédictive existent. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et on commence par Palantir. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le nom d'une pierre magique qui peut voir partout et tout le temps, mais c'est surtout le nom d'une société américaine d'analyse de données qui offre ses services informatiques aux polices et aux entités de renseignement. Le principe de son logiciel est de croiser une quantité de données sur les individus à partir de sources multiples, de créer des liens très fins entre tous ces éléments pour offrir ensuite des analyses statistiques prédictives. La ville de Nouvelle-Orléans, par exemple, l'a utilisé secrètement pendant 6 ans
pour, dit-elle, prédire le potentiel des individus à devenir des victimes ou des acteurs d'actes violents. Ainsi, des millions de données personnelles ont été fournies à Palantir, comme des enregistrements de la Cour de justice, des permis de conduire, des adresses, des numéros de téléphone, des données de réseaux sociaux, et ce qui a permis au département de police de la ville d'arrêter des dizaines d'hommes accusés d'appartenir à des gangs de trafiquants de drogue. Parmi ses autres clients, on peut compter Airbus, la police danoise, mais aussi, depuis 2017, les services de renseignement français. En 2019, la DGSI a d'ailleurs confirmé le renouvellement de ce système. La France où des expérimentations d'algorithmes censés aider les autorités à mieux sécuriser l'espace public sont en cours. Tout à fait, Thomas, et parmi elles, on peut citer le projet Big Data de la tranquillité publique de la ville de Marseille. Il vise à collecter et croiser des données afin d'anticiper d'éventuels troubles à l'ordre public. Des données qui sont recueillies auprès des partenaires institutionnels du territoire, mais selon la Quadrature du Net, une association de défense des libertés sur Internet, à terme, cet outil pourrait unir de multiples bases de données, notamment celle de la Délégation générale de la sécurité de la ville de Marseille, qui répertorie toutes les mains courantes et les verbalisations. À cela s'ajouteraient les données d'opérateurs téléphoniques, des hôpitaux, des pompiers, ainsi que les données à des réseaux sociaux, le risque étant, selon cette association, une surenchère de dispositifs de contrôle et un renforcement de la logique de surveillance de masse. Justement, à propos de surveillance de masse, ce projet de la police néerlandaise, alors là aussi, il y a des associations qui montent au créneau. Amnesty International parle d'une menace sur les droits humains. Tout à fait, c'est le Sensing Project qui a été lancé dans la ville de Roermond. Et son principe est simple. Des caméras capturent les mouvements des véhicules. Les données collectées sont ensuite traitées par un algorithme qui calcule, lui, un score de risque pour chaque véhicule, c'est-à-dire la probabilité que le conducteur ou les passagers commettent une infraction contre les biens dans la ville. Par exemple, lorsque ces informations sont ensuite transmises à la police, elle décide ce qu'il convient de faire. Et lorsqu'un véhicule est identifié comme à haut risque, la police peut l'intercepter et contrôler les papiers des passagers. Et comme vous le disiez, Thomas, justement, le Sensing Project ne fait pas à l'unanimité puisque le 20 septembre 2020, Amnesty International a publié un communiqué dans lequel elle accuse de favoriser la discrimination parce qu'en fait, l'algorithme est centré principalement sur le banditisme mobile. Or, c'est un terme qui désigne les vols à la tire et à l'étalage commis précisément par des personnes originaires d'Europe de l'Est. Voilà, efficacité contre droits humains, ce débat, on n'a pas fini de l'avoir sur la police prédictive. Un dernier mot, Louis Laréchaïne, sur les enjeux économiques, parce que votre entreprise existe, mais il y a des concurrents importants à l'étranger. Est-ce qu'il y a une volonté de créer une sorte de géant européen de la justice prédictive ? Alors on y travaille. Pour le moment, on est essentiellement présent sur le marché français, depuis quelques mois sur le marché luxembourgeois. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce qui est très important, c'est pour que ces technologies prennent bien et donnent tout leur potentiel, apportent tous leurs bénéfices, il faut travailler dans un esprit de co-construction. Et c'est dans ce cadre-là qu'on lance une démarche, le Lawyer Cloud Act, qui vise à réunir une pluralité d'acteurs institutionnels et professionnels du droit pour réfléchir à quel doit être le socle commun, quelles doivent être les règles et les principes essentiels pour que tous les professionnels du droit puissent stocker leurs données de façon sécurisée, surtout en respectant le secret professionnel. Et ben voilà, merci beaucoup Louis Laréchaïne. Merci également Adrien van der Branden depuis Bruxelles. Et je rappelle le titre de votre livre, si je le retrouve à temps, Les robots à l'assaut de la justice. Voilà, ça m'est revenu aux éditions Brûlant. Voilà, merci encore, merci Olivia. À très vite. Tout de suite, c'est Smart Connect. Et si l'avenir du bricolage était au tuto, j'ai du boulot. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Et si l'avenir était au tout réparable, on découvre tout de suite Spareka grâce à son fondateur et président Geoffroy Malater. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Alors, je ne suis pas super bricoleur, je me débrouille à peu près, mais je ne suis pas super bricoleur. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, le site Spareka est fait pour ça, pour ceux qui ne sont pas super bricoleurs. Parce qu'en fait, réparer, c'est facile quand on vous montre les choses et qu'on vous accompagne. Le site Spareka est là pour ça, avec toute une interface de diagnostic qui va vous permettre d'aider, d'identifier l'origine de votre problème, l'origine de la panne souvent. Parfois, c'est une pièce, mais parfois, c'est juste quelque chose de coincé dans votre machine.
Et puis ensuite, on vous enverra la pièce détachée et avec nos tutoriaux vidéo, vous pourrez réparer vous-même. Donc ça va de l'identification de la panne à la réparation. On peut avoir une sorte de coach en live, en temps réel, qui guide nos gestes. Exactement. On a développé ça depuis 1 an et demi, où on propose des visios en ligne. Donc pour 14 €, vous pouvez avoir un coach qui vous suit, un technicien professionnel, et qui vous accompagne dans le diagnostic. On a un taux de satisfaction de 94%, c'est-à-dire dans 94% des cas, on arrive à trouver l'origine de la panne et le client poursuit sa réparation tout seul. Bon, je verrai si je peux m'en sortir face à mon four récalcitrant grâce à vous dans les prochains jours. Mais l'émission s'appelle Smart Future et en même temps, ce qu'on est en train de décrire là, mais c'est ce qui existait avant, c'est-à-dire la réparabilité de tous les produits. Il faut réinventer ou redécouvrir ce que nos aînés savaient faire. Écoutez, je pense qu'en fait, on sort d'une période pendant laquelle les distributeurs et les fabricants, pour jouer le jeu de la production et de la consommation, nous ont dit pendant 40 ans que réparer c'était très dangereux, que réparer c'était très difficile, soit à travers des éléments dans la notice qui vous disent surtout ne touchez pas à votre hublot de lave-linge, vous risquez de mourir, ou bien des gens qui vous disaient écoutez, il faut prendre cette extension de garantie parce que vous allez voir c'est très compliqué de réparer et ça tombe en panne juste après la garantie. En fait, évidemment, tout ça, c'est un élément de vente et le Français aujourd'hui se rend compte que devant pas la surconsommation, mais devant en fait l'augmentation du nombre de déchets qu'il produit, il y a d'autres solutions que de changer son appareil. Et en fait, je pense qu'on a remis au goût du jour justement ce sujet simple qui est de se poser la question avant de jeter, de se poser la question avant de remplacer, de qu'est-ce que je peux faire moi-même? Est-ce que finalement ce qu'on m'a dit c'est vrai, ou est-ce qu'avec un petit peu d'assistance et un petit peu de pédagogie, je suis capable d'aller changer la petite chose qui va me permettre de faire continuer à fonctionner mon appareil? Alors forcément, votre plateforme fait de vous un acteur du e-commerce. Par exemple, les pièces détachées que vous proposez, c'est vous qui les choisissez, c'est vous qui les produisez, vous allez les chercher un peu partout? Comment ça se passe? Alors nous, notre objectif, c'est de proposer la pièce détachée la plus adaptée pour le client. Alors la plus adaptée, ça veut dire à la fois la moins chère et en même temps celle qui est plus disponible. Puisque bien entendu, lorsque vous avez une panne, vous avez besoin de la réparer rapidement. Donc on se fournit dans toute l'Europe pour réussir à avoir un taux de service le plus élevé possible, c'est-à-dire de pouvoir livrer en très peu de temps notre consommateur. Donc on achète les pièces, on les stocke dans notre entrepôt qui est à Lyon et après on les expédie avec différentes formules, parfois qui vont jusqu'à livrer le lendemain en 24 heures. Donc vous êtes forcément bien accueilli par les géants du e-commerce qui voient en vous un partenaire d'une certaine façon. Exactement. Alors on signe des partenariats avec les distributeurs, en fait, pas uniquement du e-commerce, mais aussi de manière générale, parce qu'en fait tous les distributeurs, tous ceux qui vendent des appareils électroménagers principalement, mais aussi tout le reste, puisque nous, on est sur plusieurs univers de la maison, on essaye de réparer tous les appareils de la maison. Ces gens-là cherchent à accompagner leurs clients une fois que leur appareil tombe en panne. Et donc, en fait, ce moment crucial de qu'est-ce que je dois faire en face de mon appareil, ils cherchent à reprendre l'opportunité d'avoir un contact bienveillant avec eux. Et donc, nous, on est une solution et on s'interface avec des grands partenaires, des grands distributeurs. Mais quel type de partenariat ça peut prendre? Quelle forme? C'est-à-dire, c'est des produits qui vendent et ils vont associer votre service, c'est ça? Comment ça fonctionne? Alors, je suis ravi de vous annoncer qu'on a signé le partenariat avec Cdiscount. Cdiscount vend 2 millions d'appareils électroménagers par an. Donc, Cdiscount a besoin d'offrir à ses clients qui ont acheté un appareil chez lui, après la garantie, une solution simple pour pouvoir continuer à l'utiliser. Ça rentre dans 2 objectifs pour eux. Le premier, c'est un objectif RSE, diminuer la quantité de carbone dont il pourrait être à l'origine. Et le deuxièmement, c'est accompagner le client, le fidéliser pour toujours être là dans son process de consommation et puis d'utilisation de ses appareils. Merci beaucoup, merci Geoffroy Malater. Bon vent à Spareka, voilà, et mon four m'attend de pied ferme. À bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, on parle de placement d'avenir, c'est Smart Future. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, gros plan sur les nouveaux moyens de paiement et les placements d'avenir. On explore le marché des voitures autonomes avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. On va peut-être commencer par une rapide définition. Véhicule autonome, c'est quoi ?
Alors, un véhicule autonome est équipé d'un système de pilotage automatique qui va lui permettre de circuler sans intervention humaine, tout simplement. Alors, pour arriver à cela, il faut plusieurs outils technologiques. Tout d'abord, des caméras, forcément, pour identifier la signalisation, des capteurs laser qui vont permettre de repérer les autres véhicules, et puis aussi des radars longue portée qui vont capter la position des autres véhicules pour se situer. Ouais, tout ça analysé par, évidemment, une intelligence artificielle. Oui. Il y a plusieurs degrés d'autonomie, en fait. On ne le soupçonne pas forcément. Tout à fait. C'est vrai qu'on va de 1 à 5 en termes de niveau d'autonomie. Alors, le niveau 1, c'est le niveau où on est actuellement, c'est-à-dire avec la conduite assistée, le régulateur de vitesse, etc. Jusqu'au niveau 5. Alors, le niveau 5, c'est un niveau d'autonomie totale, quelles que soient les conditions météorologiques. Et en théorie, le véhicule peut se passer du conducteur. Et la voiture la plus autonome sur ce marché, c'est une Hyundai Nexo, autonomie niveau 4. Alors, on rentre dans le vif du sujet, si j'ose dire. L'état du marché actuel, qui est dans le match? Alors, le marché est fragmenté aujourd'hui. Il est peu mature, il est valorisé à peu près aux alentours de 50 milliards de dollars. Et on a beaucoup d'acteurs, en fait, qui sont dans le présent dans le marché. On va avoir déjà les constructeurs automobiles, bien sûr, qui ne veulent pas rater le virage des voitures autonomes. On va avoir également les fabricants de composants, ceux qui vont fabriquer les caméras, les radars, etc. Et puis aussi toutes les entreprises liées au cloud et qui vont justement fabriquer la technologie pour analyser et stocker les quantités de données gigantesques que vont générer les véhicules autonomes. Et évidemment, on les retrouve très souvent, c'est les big tech, les Apple, les Google et consorts qui vont être très présentes dans ce marché aussi. Et des alliances entre ces big tech et éventuellement des constructeurs automobiles? Exactement. Alors ça, c'est très récent. Depuis quelques jours, on a eu plusieurs annonces d'alliances entre certains constructeurs et les big tech. Alors on a tout d'abord Hyundai qui va s'associer à Apple dans la création de voitures autonomes électriques. Le lancement pourrait être prévu vers 2024. On va avoir également en Chine, qui est très présent dans les voitures électriques et autonomes, on va avoir Geely Automobile qui est spécialisé dans les voitures électriques, qui s'associe avec Baidu. Baidu, c'est le Google chinois pour lancer des logiciels de véhicules autonomes. Google, justement. Et Google également, via sa filiale Waymo. Alors Waymo, c'est pas forcément très connu en France, mais Waymo, c'est le leader des taxis autonomes. 600 taxis autonomes. Et c'est déjà une réalité, puisque dans la région de Phoenix, Waymo a déjà lancé ses taxis autonomes. Donc c'est déjà là. Constructeurs automobiles qui ont un peu de retard, ceux qui sont en pointe là-dedans, vous pouvez en citer un ou deux? Alors, en Europe, on est un petit peu en retard déjà, puisque Volkswagen a repoussé ses échéances en termes de voitures autonomes. Ça serait auparavant 2030 pour Volkswagen. Celui qui semble le plus en avance, on va dire, en Europe, c'est BMW. BMW qui a fait des partenariats avec plusieurs sociétés, notamment Tencent en Chine, pour créer un data center de voitures autonomes en Chine et développer son véhicule. Allez, dernière minute pour se projeter dans le futur. Voilà, c'est toujours la question. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce marché? Eh bien, je pense que oui. Je pense que l'avenir des voitures autonomes, des véhicules, c'est les véhicules autonomes. On a un marché qui devrait quadruplé d'ici 2025, qui devrait atteindre les 200 milliards de dollars. On a effectivement un nouveau paradigme qui va arriver dans le comportement envers le transport et la mobilité. C'est ce qu'on appelle le MaaS, le Mobility as a Service. C'est-à-dire que les consommateurs vont avoir une nouvelle approche face au transport. Et je pense qu'on en est qu'au début en fait de cela, et ça devrait permettre à certaines sociétés justement de tirer leur épingle du jeu. Le MaaS qui permettra aux utilisateurs de planifier, réserver et payer plusieurs types de services de mobilité, évidemment, et même des voyages partagés. On va partager les voitures à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse de marché chez eToro France. À très bientôt. Les voitures autonomes, justement, on va en reparler dans un court instant dans Smart Future. On va rouler sur les autoroutes du
futur. 5G, voitures électriques et bitume sans bitume au programme. À tout de suite. La seconde partie de ce Smart Future, on continue notre voyage dans le temps, on découvre ces innovations qui vont transformer notre quotidien dans 10 ou 20 ans. Dans Smart City, on se balade chaque week-end dans la ville de demain. Aujourd'hui, on prend l'autoroute pour y aller, du bitume aux stations-service en passant par les péages. On monte dans notre voiture électrique et forcément autonome, on vient d'en parler, juste après ces titres. Et puis on terminera comme chaque semaine avec Smart Move, notre chronique consacrée aux nouvelles mobilités. Le fondateur de Covoltis viendra nous présenter sa borne de recharge pour les véhicules électriques. Mais tout de suite, Smart City, l'autoroute qui nous fait voyager dans le temps. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. À quoi ressembleront les routes, l'autoroute du futur? Sur quel revêtement roulerons-nous? Avec quelle voiture? On se projette dans une vingtaine d'années avec mes invités. Christophe Hugues, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint en charge de la maîtrise d'ouvrage chez Vinci Autoroute. Simon Pouget, bonjour, directeur de recherche et innovation chez Eiffage Infrastructure. Et puis avec nous au téléphone, Ghislaine Baillemont, directrice de l'innovation, de la construction, du développement aux autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Bonjour et bienvenue à tous les trois. Christophe Hugues, allez, on se projette. Je suis en 2040, je me prépare à partir en week-end direction la Drôme. Est-ce que je reconnais ma bonne vieille autoroute A6 ou est-ce qu'elle a beaucoup changé? Vous reconnaîtrez l'autoroute. L'autoroute du futur, c'est une autoroute qui va répondre aux grands enjeux de la mobilité périurbaine et aussi interurbaine, mais aussi aux grands enjeux du changement climatique. C'est une autoroute qui sera support des nouvelles mobilités. C'est une autoroute qui permettra de supporter la mobilité partagée, l'électromobilité et d'avoir une réelle mobilité décarbonée. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Allez, bim, première station-service. Est-ce que le tout électrique a pris le pouvoir? Ou est-ce qu'il y a encore de la place pour les voitures à l'ancienne, si j'ose dire? Alors, les projections aujourd'hui, elles disent qu'il y aurait à peu près un quart de la flotte de véhicules particuliers qui serait électrique en 2030. Donc, dans 20 ans, on sera encore à plus que ça. Ouais. Alors, il faut imaginer que pour charger ces véhicules sur des trajets interurbains, il va falloir mettre en place des bornes électriques de haute puissance, comme on est en train d'en déployer en ce moment. Il faudra à peu près 6 bornes électriques pour une pompe à essence, puisque charger son véhicule prendra 20 à 30 minutes. Donc, on aura des stations où il y aura des bornes de recharge un petit peu partout pour accueillir l'ensemble de nos véhicules. Avec autant de stations ou peut-être plus de stations pour permettre plus de points de recharge? Alors, à l'horizon 2030-2040, on peut imaginer qu'on aura un dispositif qui sera similaire à celui qu'on a aujourd'hui, avec simplement une configuration des aires très différente, avec, comme je le disais, des bornes électriques développées un peu partout. Il va falloir cependant repenser l'aménagement, parce qu'on aura des temps de séjour qui seront un petit peu plus longs. Il faut 20 à 30 minutes pour recharger son véhicule, et non plus les 3 minutes du plein. Ouais. On parlera de cette, quand je dis depuis tout à l'heure bitume sans bitume, on va comprendre pourquoi, vous nous expliquerez dans un instant ce que c'est, Simon Pouget, mais des routes qui produisent de l'électricité, vous y travaillez déjà, ça fait partie des, forcément des pistes d'avenir et d'innovation chez Eiffage? Oui, forcément. Alors, peut-être pour mieux comprendre ce que sera la route ou l'autoroute du futur, peut-être permettez-moi de revenir sur les origines de la route. En fait, la route a toujours su s'adapter aux évolutions de la civilisation. Ça a commencé avec l'invention de la roue et le développement de la voie romaine, où on a, pour permettre la circulation de ces nouvelles charrues, pavé les chaussées. On a plus récemment, à la fin du 19e siècle, revêtu les chaussées par du bitume notamment, vous l'avez évoqué, suite à l'apparition du moteur thermique et des véhicules pour éviter tout simplement la poussière et donc la pollution liée à cette circulation. Plus récemment encore, à l'après-guerre et avec les 30 Glorieuses, on a vu un développement assez fort du trafic avec le déplacement des biens et des personnes. On a vu notamment la construction des autoroutes arriver. Et donc on voit bien à chaque fois la capacité de l'industrie routière à s'adapter à l'évolution de la civilisation. Comme l'évolution, c'est quand même la montée en puissance de l'électrique. Alors, dans les villes, c'est évident, le défi de l'électrification massive, il va falloir le relever. Mais sur la route, c'est aussi une question que vous vous posez, j'imagine. Alors, bien évidemment. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, maintenant, les enjeux auxquels l'industrie routière doit répondre
Les enjeux sont principalement de deux ordres. C'est d'une part de diminuer son empreinte carbone au moment de la construction. Donc ça passe par de l'innovation sur les matériaux, sur les procédés. On pourra peut-être y revenir. Et puis évidemment, c'est aussi réduire son empreinte carbone au moment de l'usage de la chaussée. Et donc effectivement, l'apparition du véhicule électrique autonome va révolutionner effectivement les innovations que l'on va développer. Et effectivement, la production d'électricité par la chaussée est une voie qui n'est pas forcément évidente. Il y a des enjeux techniques très très importants, mais c'est bien évidemment quelque chose que l'on regarde au niveau de l'innovation. Ghislaine Bailmont, pour une autoroute, une société d'autoroute comme la vôtre, autoroute Paris-Rhin-Rhône, vous imaginez ça dans les innovations sur lesquelles vous travaillez, il y a cette question de faire en sorte que l'autoroute produise de l'électricité ? Oui, tout à fait. On a en ce moment pas mal d'études pour mettre en place un certain nombre de capteurs photovoltaïques, puisque notre particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle des délaissés autoroutiers, c'est-à-dire finalement des terrains qui sont assez importants. Et l'idée, c'est d'implanter des fermes solaires sur ces territoires. Donc on en a déjà 2 qui sont implantés et qui vont bien sûr se développer à l'avenir. On regarde aussi sur les aires de repos, qui sont des aires avec une surface assez réduite. Et donc là, on envisage de mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus des places des véhicules légers, de façon à, là aussi, capter l'énergie solaire et rendre, si possible, autonome en énergie le fonctionnement de l'aire de repos, qui est souvent équipé d'un sanitaire et d'un peu d'éclairage public. Et mettre des panneaux photovoltaïques au-dessus de l'autoroute, c'est-à-dire on roulerait sur plusieurs kilomètres sous une sorte de tunnel de panneaux photovoltaïques. J'ai vu qu'il y avait des sociétés autrichiennes, allemandes qui travaillaient sur ce procédé. Ça fait partie des pistes ? Pour l'instant, très honnêtement, ça ne fait pas partie des pistes parce que ça engage aussi d'autres sujets techniques de maintenance, d'entretien, de choc en cas d'accident de la route. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on est plutôt concentré, je dirais, sur là où on a des surfaces disponibles. Mais rien n'empêche qu'effectivement, dans un deuxième temps, on puisse réfléchir à effectivement ce type de système au-dessus de l'autoroute. Christophe Hugues, j'ai vu aussi qu'une société française travaille sur des dispositifs anti-bruit, des panneaux anti-bruit qui pourraient produire de l'électricité, qui seraient équipés en panneaux photovoltaïques. On a effectivement une expérimentation en cours sur ce sujet avec des écrans anti-bruit photovoltaïques. Donc ce type de dispositif aujourd'hui est au stade de test. Et puis si ça fonctionne bien avec des bons rendements, on le développera. Moi je voudrais insister sur un point. On a beaucoup d'enjeux autour de la circulation routière. 85% du transport de personnes ou de marchandises passe par la route. Et la part modale de la route ne va pas beaucoup bouger dans les prochaines années. On a 75% des actifs qui utilisent leur véhicule chaque jour pour aller travailler. Donc on a à la fois un enjeu environnemental très fort pour décarboner la mobilité et à la fois un enjeu de service, notamment dans les zones périurbaines, qu'on doit traiter. Alors, quand on parle d'enjeu environnemental, le secteur des transports, c'est aujourd'hui 30% des émissions carbone en France. Et la route, 94% des émissions. Les autoroutes, c'est 20%. Donc il y a un vrai sujet à décarboner la circulation autoroutière. Donc travailler à la fois sur la mobilité partagée, qui permet d'avoir plus de personnes dans un même véhicule, et à la fois sur la décarbonation individuelle de chaque véhicule, c'est la solution pour pouvoir continuer à utiliser ce formidable outil qu'est le réseau autoroutier. Ça veut dire, si je continue de me projeter sur 2040, mon voyage vers la Drôme, si je suis seul ou si on est 3 ou 4 dans la voiture, je ne vais pas emprunter la même voie sur l'autoroute ? On peut imaginer ça ? C'est quelque chose sur lequel on est en train, effectivement, de travailler sur plusieurs sites aujourd'hui. Le covoiturage, les voies dédiées, le transport en commun sur autoroute, les pôles d'échange multimodaux, tout ça, ça fait partie des solutions qui sont supportées par les grands projets que nous avons aujourd'hui pour la mobilité de demain. Ghislaine Bailmont, ça existe déjà, je crois, du côté de Grenoble, une autoroute avec ses voies différenciées, c'est ça ? Vous venez de l'inaugurer, je crois. Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur un petit point, c'est que pendant très très longtemps, on a construit des autoroutes neuves. Aujourd'hui, le réseau français, il est mature. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est de partager les infrastructures existantes. C'est certainement pas d'en construire de nouvelles.
Et partager cette infrastructure existante, c'est effectivement forcément massifier son usage. Et notamment développer le transport collectif, on va dire comme ça, que ce soit en bus ou en voiture. Donc on travaille tous depuis plusieurs années sur le covoiturage. On a créé des dizaines et des dizaines de parkings de covoiturage qui représentent plusieurs milliers de places de covoiturage. Et depuis 3 ans, on travaillait sur donc une voie réservée au covoiturage. Alors pourquoi 3 ans ? C'est parce que jusqu'à présent en France, ça n'existait pas. Et donc, notamment, le panneau qui indique ce type de voie n'existait pas. Après 3 ans de travail, finalement, on a eu les autorisations nécessaires. Et effectivement, le 30 septembre, on a ouvert la première voie donc réservée covoiturage en France, à l'entrée de Grenoble, sur 8 km. Elle est située à gauche, sur la voie de gauche. Et elle est réservée donc, aux véhicules avec 2 occupants et plus, aux véhicules équipés de la vignette critère 0 émission, donc les véhicules 100% électriques, ainsi que pour les taxis, même vides. Alors, cette fois, elle a fonctionné pendant 3 semaines, parce qu'après, le second confinement est arrivé par là. Donc, il est sûr que le trafic a nettement baissé. Mais les premiers résultats, en tout cas, étaient vraiment encourageants. Ne serait-ce que parce que comme ce nouveau panneau qui est en fait un losange blanc qui existe déjà aux États-Unis et dans différents pays à travers le monde, mais en tout cas en France, personne n'avait encore vu ce panneau. Donc on craignait un petit peu la compréhension de ce panneau, donc on a fait beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie. Et finalement, au bout de 2 semaines, on avait à peu près 55% de covoiturage sur la voie de gauche. Donc voilà, on était plutôt contents. Bon, depuis, il s'est ouvert une nouvelle voie sur Lyon, au niveau des voies métropolitaines M6, M7. Donc voilà, petit à petit, ça va se développer en France et c'est une très grande chose. L'idée de cette voie réservée, c'est que forcément, elle sera plus fluide, au moins dans un premier temps, tant que tout le monde ne covoiturera pas. Et du coup, c'est de permettre aux gens d'avoir quelque part un temps de parcours, on va dire, de défini et de respecter, et donc d'inciter finalement les gens qui sont aujourd'hui seuls dans leur voiture à covoiturer pour pouvoir bénéficier de cette voie. Donc là, on est dans les comportements d'aujourd'hui qui vont se développer, cette massification dont vous parliez. Je voudrais qu'on revienne à l'innovation, Simon Pouget, et donc à ce bitume. Si je continue, moi je suis têtu, je suis toujours dans 20 ans. Sous les roues de ma voiture, j'ai plus du bitume. J'ai un nouveau revêtement, c'est ça ? Non, comme l'a précisé Ghislaine Bailmont, le réseau français est mature, donc c'est le plus grand réseau de routes en Europe. Et à l'heure actuelle, on a finalement assez peu de constructions neuves et on a surtout un enjeu sur la maintenance du réseau existant. Et donc, qui dit maintenance du réseau existant, dit aussi recyclage, réutiliser les chaussées qui sont en place. C'est une voie très importante pour diminuer l'impact carbone justement de notre industrie. Donc l'idée, c'est de recycler au maximum. Donc on peut recycler, alors sur autoroute, on va être sur des taux un petit peu plus faibles, mais on peut recycler sur des routes, on va dire, plus standards jusqu'à 100% de l'ancienne chaussée dans une nouvelle chaussée. C'est un des matériaux du génie civil qu'on est capable de mieux et le plus recycler. Donc ça, vous le faites aujourd'hui, ça existe. C'est un système qui s'appelle Recital, c'est ça ? Alors Recital, c'est un enrobé à froid que l'on va déployer sur des routes à faible trafic. Donc il est très vertueux parce que déjà il est froid, donc il n'y a pas d'énergie à apporter pour réchauffer la chaussée. Il est recyclé en place, c'est-à-dire qu'on a une machine qui vient enlever la chaussée et la repositionner derrière. Et pour régénérer cette ancienne chaussée qu'on recycle à 100% en place, donc on évite aussi tous les transports de véhicules, on rajoute une émulsion d'un produit végétal. Donc, qui n'est pas pétrosourcé, on n'utilise plus de bitume. On va utiliser une ressource, une matière première qui est un coproduit de l'industrie du papier. Et donc la matière première, c'est le pain. Et le pain, chez Eiffage, en tout cas, on favorise le pain des Landes pour avoir un produit qui soit made in France. Donc, si j'ai bien compris, ce nouveau revêtement, il mélange le bitume existant avec cette émulsion biosourcée. Exactement. Okay. Voilà. Et donc ça existe déjà. Christophe Hugues, je voudrais qu'il nous reste 6-7 minutes. Il y a encore plein de thématiques qu'on pourrait aborder. Il y en a une qui est très actuelle, c'est la 5G qui est en train de se déployer. Et puis, on travaille déjà sur la 6G, etc. Qu'est-ce que ça change ? Le fait que nos voitures soient connectées, potentiellement autonomes, en termes d'infrastructure? Alors,
On parlait d'innovation technique sur la route, mais il y a une innovation très grande dans les usages qu'on a aujourd'hui des routes et des autoroutes. Et donc nos investissements doivent accompagner ces innovations dans les usages. Alors, je parlais tout à l'heure de la mobilité partagée. La mobilité partagée, ça peut notamment se traduire par des aménagements en périurbain, dans les grandes couronnes des centres urbains, là où on a une vraie difficulté à emmener les actifs vers le lieu de travail ou les lieux de service. On a récemment mis en service sur le réseau Vinci Autoroute, sur l'autoroute A10, pas loin de Paris, un parc multimodal à Longvilliers, qui permet aux usagers de se concentrer le long du cordon autoroutier, d'atteindre un parc relais. Là, ils trouvent l'endroit pour faire du covoiturage, des services ou du transport en commun qui peut emprunter l'autoroute et directement rejoindre un grand hub ferré, le hub de Massy. Et là, ils ont accès facilement à tous les services. Il y a une voie dédiée en bout de ligne qui permet d'assurer la fluidité du trafic et donc la fiabilité du temps de parcours. Demain, on pourra avoir besoin d'augmenter encore la capacité de ce type de dispositif. Avec la 5G, avec des dispositifs de bord de route qui permettent la communication entre l'infrastructure et le véhicule, on va pouvoir développer ce qu'on appelle l'autonomie collaborative. On travaille en ce moment sur un projet qui s'appelle le projet Trapèze, avec Renault, PSA, VDCom, Nokia, qui consiste en fait à partager l'information entre le véhicule et l'infrastructure pour favoriser la création de trains routiers. Avec ce type de solutions qui sont plutôt pas très longues à mettre en œuvre, plutôt pas très chères, on arrive à développer la capacité des axes routiers et à créer finalement l'équivalent d'un transport en commun ferré, mais au prix de la route. Donc train routier, j'essaye de rentrer dans le détail. Je suis toujours au volant de ma voiture. Je vais quoi ? C'est la voiture qui va prendre la main, qui va se mettre à une certaine vitesse, qui garantit la fluidité. C'est ça la logique ? C'est l'infrastructure et la voiture qui vont dialoguer de façon à assurer les trajectoires et les interdistances entre véhicules. Et on peut ainsi densifier en fait, la circulation sur la voie, transporter plus de personnes pour des prix qui sont plutôt réduits par rapport à ce qui serait nécessaire pour un transport en commun ferré. Et ça, vous dites que c'est finalement assez facile à mettre en œuvre. Ça ne suppose pas de modifier... Facile, non. Il y a plusieurs étapes à franchir, mais on n'est pas en train de parler de dans 20 ans. D'accord. On est en train de parler de choses qui peuvent être déployées dans 4-5 ans pour les premières étapes. Voiture autonome, forcément, on semi-autonomie. On n'est pas obligé de traiter les 100% de cas que le véhicule autonome devra affronter, puisque l'infrastructure participe, étend le champ de vision du véhicule, et donc facilite en fait la mise en œuvre de l'autonomie. Ghislaine Bailmont, la voiture autonome, alors cette question elle est sempiternelle, mais je pense qu'elle est majeure. Son principal frein, il vient de nous ? C'est un frein psychologique d'après vous ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un frein psychologique, certainement, parce que bon, on sait très bien que le Français adore conduire. Donc le fait qu'il lâche le volant, je pense qu'effectivement, ça constitue un frein. Mais comme l'a dit Christophe, il y a aussi beaucoup de travail encore au niveau de l'infrastructure, enfin du lien infrastructure véhicule autonome. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours plutôt de semi-autonome, et autonome certainement dans un temps très long. Mais juste avant, vous ne l'avez sans doute pas entendu, mais on avait une chronique sur le marché des voitures autonomes. On voit qu'il y a à la fois les constructeurs, les géants d'Internet aux États-Unis ou en Chine, les sous-traitants. Enfin voilà, c'est un potentiel de développement qui est très important. Moi, je pense quand même que la technologie, on y est presque. Mais notre psychologie, on n'y est pas tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Christophe Hugues et ensuite Simon Pouget. Alors, la technologie, on y est presque. Je crois qu'il y a encore quelques cas qui sont compliqués à gérer en pleine autonomie et que, une fois que les véhicules autonomes commenceront à arriver, ils vont arriver doucement. On n'aura pas 100% de véhicules autonomes instantanément. C'est pour ça que les solutions partagées avec l'infrastructure, elles permettent d'aller beaucoup plus vite, finalement, dans le déploiement étape par étape de solutions pragmatiques qui rendent un service réel et opérationnel aux usagers de la mobilité du quotidien. Simon Pouget, sur cette même question ? Oui, tout à fait. De toute manière, on voit bien que... j'ai commencé par donner l'histoire de la route, mais on voit bien que finalement... on s'adapte aux usages. Exactement, on s'adapte aux usages, et l'arrivée de la voiture autonome, de la voiture connectée, forcément va révolutionner l'usage de la route et aussi la manière de construire la route. Et effectivement, on sent bien que les constructeurs routiers, automobiles, à un moment donné,
on souhaitait avancer tout seul sur le développement de ces véhicules-là, et on sent bien que l'infrastructure a un rôle très important à jouer là-dedans, pour la redondance d'informations, pour la communication avec les véhicules, avec les usagers. Donc l'infrastructure a vraiment un rôle prépondérant dans le développement de ces véhicules-là. Il y a une question, tiens, il y en a plein qu'on aurait pu encore aborder, mais les péages, il y aura toujours des péages sur ces autoroutes du futur, Christophe Hugues? Les péages aujourd'hui, c'est ce qui a permis de construire le réseau autoroutier, ce qui permet de l'entretenir et ce qui permet de le faire évoluer. Mais est-ce qu'il y aura toujours une bonne vieille barrière Alors, il va falloir investir pour réaliser tous ces aménagements, que ce soit pour supporter la mobilité partagée, pour faire des voies dédiées, pour faire des pôles d'échange multimodaux, pour créer les stations de recharge des véhicules électriques, amener les énormes puissances qui seront nécessaires, plusieurs mégawatts à amener sur chaque aire de service. Ça aussi, ça a un coût. Et donc, le péage permet de compenser, de rémunérer ces investissements. Oui, alors ma question, ce n'était pas sur est-ce qu'on va continuer de payer, c'est est-ce qu'on va passer comme aujourd'hui avec le BIP qui fait qu'on passe plus vite, est-ce qu'on peut imaginer comme ça des péages qui ramènent de la fluidité? On a plusieurs expérimentations qui sont en cours sur ce qu'on appelle le free flow, qui permet des passages libres sous portique. Il y a un certain nombre d'adaptations réglementaires qui sont nécessaires encore. Mais c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui sera amené à se développer dans l'avenir, sous certaines conditions. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Ghislaine Bailmont d'être intervenue aussi en direct par téléphone. Bonne route à tous, forcément, hein, je ne pouvais pas ne pas la faire. Allez, on parlait des défis de l'électrification, c'est justement le thème de Smart Move tout de suite. Smart Move à la découverte des nouvelles mobilités avec Ehsan Emami, bonjour. Vous êtes le fondateur, le créateur de Covoltis. C'est une idée que vous portez depuis 2 ans. Vous proposez une solution innovante pour recharger les véhicules électriques. En quoi elle est différente, votre solution, de ce qui existe déjà ? En réalité, quand j'ai commencé à réfléchir à cette problématique, je me rendais compte que ce qui existait, simplement, c'était des bandes de recharge où les gens venaient se présenter, recharger le véhicule. Alors, c'est une solution qui marche quand vous avez quelques véhicules et pas beaucoup de véhicules en même temps. Et je lisais par la même occasion des études d'Enedis qui disaient au RTE, quand il y aura beaucoup de véhicules, le réseau tiendra si il y a de la recharge intelligente. Ouais. Et donc, je me suis rendu compte qu'il fallait aller là et créer de la recharge intelligente, en même temps satisfaire l'utilisateur et faire en sorte que le réseau ne s'effondre pas. Alors, les défis d'une borne intelligente, c'est quoi? Il y a d'abord peut-être la rapidité de charge. Ça reste quand même un enjeu majeur, ça. Alors, en réalité, les chargeurs rapides sont des chargeurs que vous allez trouver dans les stations-service ou les aires d'autoroute, qui vont marcher en courant continu, qui vont directement injecter des électrons sur les batteries, alors que moi, je suis plutôt sur la partie chargeur alternatif, courant alternatif, où je monte à des puissances moyennes, donc relativement rapides, où vous êtes capable de remplir un véhicule classique en 2h30. Donc, il ne s'agit pas de s'arrêter et de partir, mais plutôt de laisser son véhicule plusieurs heures. Ouais. Et quand on parle d'intelligent, en fait, on peut regarder plusieurs niveaux. On peut regarder le niveau de la maison individuelle, où vous avez un problème simple qui est de dire j'arrive, je charge mon véhicule, mais il ne faut pas que le chargeur fasse disjoncter mon compteur. Ouais. Vous avez des puissances limitées, alors que le véhicule est l'élément le plus puissant que vous allez connecter à votre réseau. Et si vous comparez la consommation d'un véhicule, c'est la moitié de la consommation de la maison qui va s'additionner. Donc, vous allez augmenter de 50% la consommation de la maison. Donc, si vous ne faites rien de particulier, vous êtes sûr que vous allez à un moment donné avoir un problème. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour la maison individuelle, nous avons créé un outil qui va en permanence calculer la puissance consommée par la maison, y compris par la borne de recharge, et qui communique via le réseau électrique avec la borne et qui lui dit il te reste 1 ou 2 kilowatts de plus à ajouter ou à enlever. Et qui va choisir les meilleurs moments aussi pour recharger le véhicule. Effectivement. En réalité, l'utilisateur dit moi je veux un chargement optimisé, donc par défaut on attend les moments les moins chers. Mais même les moments les moins chers, c'est vers 22h, 22h30. Si vous avez le ballon d'eau chaude qui marche à fond, si le chargeur démarre, vous avez le réseau électrique qui s'effondre. Donc la borne va attendre que le ballon commence à s'éteindre et c'est là où le chargement va démarrer. Est-ce que cette borne permet aussi, parce que ça c'est un enjeu dont on parle souvent, on en parlait encore la semaine dernière dans cette émission, de l'électrification de masse de nos villes, est-ce que cette borne, elle permet aux véhicules électriques de
redistribuer un trop-plein d'énergie quand c'est possible? Alors, exactement. En réalité, vous avez le cas, par exemple, d'un immeuble collectif. Oui. Vous avez plusieurs véhicules qui sont connectés. Les véhicules arrivent, repartent. Et chaque véhicule, chaque utilisateur va exprimer son besoin en 2 éléments simples, l'heure de départ et la quantité d'énergie. Ce qu'on fait d'abord, ce que aucune autre solution ne propose aujourd'hui, c'est de proposer à chaque véhicule un chargement dédié, spécifique, de sorte que chacun ait satisfaction au moment de son départ. Donc, si vous avez 10 utilisateurs, ceux qui sont pressés et qui veulent beaucoup d'électricité, on leur donne une priorité par rapport à ceux qui veulent partir plus tard et qui ont besoin de moins d'électricité. Ce qui fait que vous avez une moyenne de consommation qui va s'étaler dans le temps, donc on met moins quelque part de pression sur le réseau. Et par ailleurs, si le réseau en soi a besoin d'électricité, ça c'est les éléments sur lesquels on a travaillé depuis le départ et notre borne est prête d'un point de vue matériel, c'est que quand le réseau aura besoin d'électricité, on pourra aller prendre quelques kilowattheures sur la batterie du véhicule et le remettre dans le réseau électrique. C'est ce qu'on appelle le V2G ou Vehicle to Grid dans le jargon des ventes de recherche. Dans cette émission, on se projette dans l'avenir aussi des entreprises de nos invités. Vous voyez quel potentiel de croissance pour Covoltis? Écoutez, en fait, j'estime modestement que nous avons créé avec mon équipe la meilleure borne de recharge qui existe aujourd'hui. Je trouve que nous avons réussi à être conformes à l'ensemble des standards, mais également de prévoir l'avenir parce que d'un point de vue matériel, tout est prêt. Donc, on espère avoir un pourcentage notable des parts de marché de bornes de recharge et on estime qu'il y aura plus d'une borne de recharge par véhicule électrique. Et on est sur un marché en France de 40 millions de véhicules qui devraient tous passer en théorie en électrique d'ici 2040. Et ben voilà, merci beaucoup, merci Essane et Mamie Bonvent à Covoltis. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dès lundi pour Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. D'ici là, bon week-end. Vous pouvez revenir en janvier 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.